nous apprenait que 8,7 millions d'espèces vivantes seraient sur Terre, mais que nous n'en connaîtrions que 14% qui seraient découvertes, décrites et cataloguées. Alors, semaine dernière, il y en a des dizaines des études. Pour l'ouverture de la 14e conférence des Nations Unies sur la conservation de la faune sauvage, COP14, l'ONU a dévoilé un rapport qui nous apprend que 22% des espèces migratrices répertoriées par la Convention de Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage sont menacées d'extinction. Ce matin encore, je lis qu'un vertébré sur 3 en France est menacé de disparition. Alors je ne suis pas moi un expert, mais il suffit que je tape sur Google quelques requêtes et je suis tombé sur des dizaines d'études comme ça. Donc je pose la question, si nous avons déjà du mal à protéger les espèces décrites, quid de celles que nous ne connaissons pas? Comment protéger une espèce inconnue? Alors oui, il faut des spécialistes, mais ils sont de moins en moins nombreux. Comment créer des vocations? Bon, Frédéric, je vous laisse parler. Et bonne chance. Oui, je ne vais peut-être pas répondre à tout ça d'un coup. Hein. Bonjour à tous. Bienvenue à cette finale du concours du meilleur naturaliste de France. Cette première finale de ce premier concours. En fait, d'où est-ce que ça vient ce concours? Ça vient un petit peu de notre jeunesse où nous étions des naturalistes passionnés. Alors à l'époque, là on va voir que parmi les naturalistes, parmi les finalistes, il y en a la majorité, voire la totalité qui vivent, qui en font leur métier, que ce soit de manière académique ou dans des bureaux d'études en environnement ou dans d'autres structures, mais qui vivent de ça, la majorité, voire la totalité. À l'époque, là je parle il y a 30 ans, 35 ans, c'était impensable. C'est-à-dire qu'on avait quelques postes académiques, très rares, mais surtout, tous les naturalistes étaient amateurs et travaillaient pour gagner leur vie et faisaient ça le week-end et les vacances, et la nuit pour classer les photos. Donc c'était la situation à l'époque. Hein, et évidemment, partout existaient des groupes de copains qui se réunissaient, qui faisaient des photos le week-end pendant les vacances, et qui faisaient une chose qui ressemble beaucoup à ce que vous avez fait, c'est-à-dire on passait des photos et on essayait d'identifier, l'assemblée essayait d'identifier l'animal ou la plante. Et on y passait la nuit en général, et c'était vraiment des discussions à n'en plus finir sur telle espèce qui n'a rien à voir avec celle-là. Ça n'a aucun rapport. Effectivement, il y avait un petit poil d'oreille qui distinguait les deux, hein, etc. Et puis en aucun cas, et voilà, c'était une discussion enflammée. Et c'était vraiment ce jeu de se passer des images et de dire, allez, essayez de donner un nom le plus vite possible. Un nom juste, hein, évidemment, les noms faux, c'est facile à donner. Voilà, et ensuite, donc, j'ai eu la chance de créer, il y a plus de 30 ans, l'entreprise Biotope, qui avait un but au départ, qui était de faire en sorte que ses fondateurs puissent vivre de leur passion, naturaliste. Puisque bon, moi je suis docteur en pharmacie, je vendais des boîtes d'aspirine au fond d'arrière-boutique assez sombres, et ça ne me satisfaisait pas spécialement. Et donc se dire, faire de sa passion naturaliste son métier, c'était un rêve quasi inaccessible. Et faire quel métier? Il n'y en avait pas. Objectivement, à l'époque, il n'y en avait pas. Et donc, il a fallu inventer ce métier. Bon, ça a été tout un parcours long, difficile, il a fallu beaucoup d'énergie, mais petit à petit, et avec la conjonction un peu chanceuse, hein, il faut bien le dire, avec l'évolution de la société qui s'est intéressée de plus en plus aux questions d'environnement, au sens large, hein, ça a commencé plutôt par des questions assez générales d'environnement, avec des réglementations qui se sont mises en place grâce notamment à la loi de 1976 sur la protection de la nature,
où il s'est mis à y avoir des espèces protégées, il s'est mis à y avoir des espaces protégés, il s'est mis à avoir des études d'impact sur l'environnement pour faire des aménagements, mais néanmoins, à l'époque, n'existait pas de groupe de gens dont le métier était vraiment de faire ces choses-là. Il y avait des gens qui travaillaient, fréquentaient des ONG, des associations, des sociétés savantes, ça a toujours existé, mais ça reste un monde d'amateurs, hein, et encore une fois, ça reste un monde de gens qui font autre chose pour gagner leur vie. Il y avait effectivement de la recherche académique, comme je vous l'ai dit, on le verra tout à l'heure. Elle divergeait, elle s'intéressait de moins en moins aux questions d'identification des espèces, de taxonomie, et de plus en plus à d'autres sujets qui sont importants aussi, hein. Mais il s'avère que l'évolution a été celle-là, et il manquait effectivement finalement un métier de gens, de jeunes qui étaient passionnés par la nature et qui pouvaient apporter à la société ces connaissances qui étaient plus que jamais indispensables, les apporter d'une manière qui soit à la fois sérieuse, compétente et indépendante. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui a fait que quand on a fondé ce métier, mais très sincèrement, je pourrais vous dire, oui, j'ai été un visionnaire, j'ai imaginé que ça allait être dans le cœur de la société dans les 10 ans à venir et que j'allais monter tel sous. Absolument pas. Je voulais juste gagner ma vie moi-même. Et mes collègues et mes cofondateurs aussi. Il n'y avait rien d'autre en tête que ça, que gagner notre vie dans notre passion, avec notre passion. Et donc le temps a passé, ces métiers se sont développés, fort heureusement. Des jeunes aujourd'hui peuvent se dire, moi je vais devenir entomologiste, je vais devenir chiroptérologue, un mot qu'on ne connaissait même pas, hein. Je vais devenir botaniste, dans un monde non académique, mais je vais gagner ma vie avec ça. Et la société a besoin de ces gens-là, de ces naturalistes. Elle ne les forme souvent pas. Il y a fort heureusement de plus en plus de formations maintenant qui se développent, mais à l'époque il n'y en avait pas. C'était des gens qui étaient autodidactes, qui faisaient ça par eux-mêmes. Et donc, 30 ans après, on revient aujourd'hui quand même, sinon je vais vous endormir, 30 ans après, je me suis dit que ces naturalistes passionnés étaient finalement de véritables savants, des gens qui avaient un savoir encyclopédique, hein, c'est vraiment au sens strict, des vraies encyclopédies vivantes, capables d'identifier tel oiseau avec la silhouette, d'identifier telle plante en touchant les poils, et des choses absolument phénoménales, et qu'il n'y avait, à ma connaissance, rien qui leur rendait hommage et qui les mettait en valeur. Et donc, d'où l'idée de ce concours. À la fois la réminiscence de ces vieilles soirées diapos où on s'encanaillait jusqu'au petit matin à essayer d'identifier des bestioles improbables, et aussi le fait de finalement boucler cette boucle, après avoir permis de donner du travail à ces jeunes naturalistes, aujourd'hui leur rendre hommage et les mettre un petit peu dans la lumière. Voilà l'origine de ce concours. Voilà. Et puis ça s'est fait dans une circonstance particulière. Donc, on a fêté en 2023 les 30 ans de l'entreprise Biotope que j'ai fondée, et il s'avère qu'en 2024, ce sont les 10 ans de la fondation Biotope. Donc il y a une double conjonction qui a fait que j'ai demandé à la fondation, qui est pour moi un objet très important et très cher à mon cœur, la fondation Biotope, d'organiser ce concours, ce premier concours, et nous voilà aujourd'hui à la finale. Alors, il y a de la formation, mais ils ne sont pas assez nombreux. Mais peut-être avant de revenir sur cette problématique RH, j'ai envie de dire, pardon pour le terme, j'ai une toute première question toute bête, au cas où. C'est quoi la taxonomie? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ça? Alors, je vais donner la parole à Pierre-André, qui peut nous parler effectivement de ce que c'est que la taxonomie, mais aussi qui va nous parler, c'est sa spécialité de recherche,
de l'espèce, de ce que c'est une espèce, c'est-à-dire l'unité élémentaire du vivant selon nos classifications. Ok, bon, merci. On va essayer de faire ça pas trop long. Qu'est-ce que la taxonomie? Alors, c'est un terme déjà qui n'a pas une acceptation unique selon les différents auteurs. Moi, j'aime bien dire qu'une taxonomie, c'est faire des catégories et mettre des noms qui correspondent. Donc, il y a deux processus dans faire la taxonomie. Il y a faire de la systématique, qui est de la classification, et faire de la nomenclature, qui est donner des noms. C'est-à-dire déterminer quelles étiquettes, quels noms doivent s'appliquer pour chaque catégorie qu'on a créée. Donc la systématique, la classification, c'est par exemple déterminer dans un groupe dont on réalise la systématique, la taxonomie, donc, combien il y a d'espèces et quelles sont ces espèces, quelles populations sont attribuées à chaque espèce. Et ça demande du coup d'identifier ce qu'on appelle des lignes évolutives. C'est des ensembles de populations qui ont une histoire évolutive particulière, de leur donner un rang, puisque la taxonomie qu'on utilise, la taxonomie qu'on dit linéenne, parce qu'on l'a fait démarrer à Linné, mais bon, on a pas mal changé depuis les concepts de Linné, mais c'est une taxonomie avec des rangs, c'est-à-dire que c'est hiérarchique. Les espèces sont incluses dans des genres, les genres dans des familles, etc. Donc quand on a identifié une lignée, un ensemble de populations, quel rang on lui donne? Est-ce que c'est une sous-espèce, une espèce? Est-ce qu'une collection d'espèces constitue un genre ou pas? Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a cette classification, quel nom on donne à chaque entité? Ça, c'est la nomenclature. Alors la systématique, elle est régie par aucune règle autre que celle de la science, c'est-à-dire que ça s'appuie sur un concept d'espèce, sur les concepts de la biologie évolutive, de la génétique évolutive, de la génétique des populations. Et la nomenclature, par contre, elle obéit à des règles assez strictes. Pour la nomenclature zoologique, je ne connais pas la nomenclature botanique, c'est un code différent, mais c'est régi par le code de nomenclature zoologique qui détermine quelles règles à suivre pour déterminer quel nom s'applique à quelle espèce, ou quel genre, ou quelle famille, à quelle catégorie de notre systématique. Quand on a une systématique, une classification et une nomenclature, on sait quelle étiquette mettre sur chaque groupe, on a une taxonomie. Donc une taxonomie, c'est une classification du vivant où les groupes sont identifiés et nommés, pour résumer. Merci. Et quelles sont aujourd'hui les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés quand on donne les chiffres de 8,7 millions d'espèces et on a décrit 14%? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour parvenir à aller beaucoup plus loin? J'imagine que ce n'est pas une seule chose unique à faire, mais... Alors, il faudrait la soirée. Je pense qu'on peut... Alors, revenons du coup. Qu'est-ce qu'une espèce? C'est une espèce, je pense. Moi, j'aime bien dire que dans une taxonomie systématique, il y a un système humain de classification créé par l'homme. L'espèce, c'est la seule unité qui a une existence réelle dans le vivant, dans la nature. Tous les autres, les genres, les familles, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé pour organiser cette diversité. Il n'y a pas un concept de famille ou de genre qui s'appuie sur des caractéristiques biologiques des organismes. Enfin, certains ont proposé, il y a eu des concepts de genre basés sur des propriétés biologiques, mais ça n'a pas été fortement adopté. Donc c'est une façon de hiérarchiser, et quand on passe d'un groupe à l'autre, ce qu'on appelle genre ou famille, c'est pas exactement, ça ne veut pas dire la même chose forcément. L'espèce, tant qu'on reste dans les organismes par production sexuée, elle est relativement facile à définir. C'est des ensembles d'individus qui sont capables de coexister dans le même environnement et la même localité géographique. C'est-à-dire qu'ils ont mis en place des mécanismes, ce qu'on appelle l'isolement reproducteur, qui fait que la production sexuée se fait à l'intérieur des espèces, majoritairement, et minoritairement ou pas du tout, entre espèces. C'est fondamental parce que c'est ça qui fait que ces différents génomes, une espèce en fait c'est jamais qu'un génome, ces différents génomes ils ne se mélangent pas. Parce que si on fait de la reproduction sexuée entre génomes, on les mélange. Ça s'appelle la recombinaison, etc. Le seul moyen de faire coexister des génomes différents, avec des caractères différents, des adaptations différentes au même endroit, dans la même communauté, le même écosystème, c'est de faire en sorte qu'ils se reproduisent pas entre eux. La spéciation, c'est ça, c'est l'évolution de mécanismes qui permettent à des génomes différenciés de coexister sans se mélanger. Quand on est parti de là, l'espèce, elle est définie de manière extrêmement simple, parce que c'est tout ce qui peut coexister sans se mélanger, et qui a acquis des mécanismes,
qui, au cours de l'évolution, a acquis des propriétés qui font qu'on ne va pas se mélanger avec les autres génomes différenciés. Ça pose une question, c'est peut-être incroyablement naïf, alors pardon pas à tous les savants ici, mais j'ai appris que Sapiens et Néandertal se sont rencontrés et ont procréé, pourtant ce sont deux espèces différentes, puis vous pouvez parler des chiens aussi, il y a plein d'espèces. Même si alors les chiens ne sont pas des espèces différentes justement. Ah, donc grosse erreur. Des races, on parle de races quand c'est des formes domestiquées, des différentes formes domestiques d'une espèce unique. Mais on peut, même si le chihuahua et le dog allemand, on les imagine mal. Ça marche. Oui, mais c'est plein d'excellentes questions, je me suis remarqué. Il va falloir les traiter par eux, mais c'est plein d'excellentes questions. Alors commençons, pourquoi est-ce qu'il y a des espèces qui s'hybrident? Alors j'ai commencé en disant qu'une espèce était facile à définir conceptuellement. Par contre, la spéciation, c'est un mécanisme graduel. C'est quelque chose qui se fait pendant des millions d'années. On ne passe pas brusquement, sauf quelques cas exceptionnels, de populations de la même espèce à des espèces différentes. L'acquisition des mécanismes reproducteurs, des mécanismes d'isolement reproducteur, il prend beaucoup de temps. C'est vraiment sur l'échelle de millions d'années. Ça veut dire que quand on se promène dans la nature, on voit tous les stades intermédiaires. Et la difficulté de définir, ou de délimiter les espèces dans la nature, c'est de trancher tous ces cas intermédiaires, puisque c'est un processus graduel dans lequel nous, on veut trancher une ligne sous-espèce, enfin sous-espèce, conspécifique, hétérospécifique. Nous, on met une ligne dans un processus graduel qui prend des millions d'années. C'est là que ça devient très difficile. Alors, comment est-ce qu'on résout le problème de l'hybridation dans le concept d'espèce dont je vous ai parlé? Si l'hybridation est suffisamment rare pour qu'elle n'entraîne pas le mélange complet des génomes, on considère que ça reste des espèces différentes. Donc, alors pour Sapiens et Néandertal, c'est une bonne question. On ne sait pas vraiment si c'était des espèces ou pas en fait. Enfin, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais on les traite comme des espèces différentes, mais on ne sait pas vraiment quand ils se sont rencontrés à quelle fréquence ils se sont hybridés. Si c'était des espèces actuelles, on regarderait s'ils sont capables de coexister encore en s'hybridant ou pas. On a plein d'espèces qui s'hybrident et qui coexistent malgré tout. Les exemples les plus fameux, c'est probablement les goélands, les grands goélands, chez qui la spéciation est relativement récente. Pour des oiseaux, c'est très récent, c'est de l'ordre de quelques dizaines de milliers d'années, c'est extrêmement récent pour la spéciation, même si les oiseaux en moyenne spécient plus rapidement que d'autres groupes. Donc on a des espèces qui s'hybrident, et comment on peut garder ces différences en s'hybridant? Il faut que l'hybridation ne soit pas trop forte et qu'il y ait des mécanismes de sélection qui éliminent les hybrides, c'est-à-dire une contre-sélection des hybrides. Si on a ça, la sélection qui élimine les hybrides, et de l'hybridation qui n'est pas trop forte, on arrive à maintenir des espèces avec un petit peu d'hybridation. Alors ce mécanisme contre-sélection des hybrides et hybridation, on le voit le plus souvent dans la nature dans ce qu'on appelle des zones hybrides, des endroits où deux espèces qui ne sont pas encore complètement isolées se rencontrent. Et il y a ce qu'on appelle donc des zones de contact, ou souvent des zones de tension, où l'hybridation se produit quand les deux espèces se rencontrent, et la zone hybride est maintenue par la contre-sélection des hybrides quand on s'éloigne du centre de la zone hybride. Voilà, donc il y a cette balance de la sélection et de l'hybridation qui maintient ces zones hybrides. Et s'il n'y a vraiment pas de mécanisme d'isolement, la zone hybride, on dit, elle est neutre, elle se diffuse avec le temps, elle s'agrandit avec le temps, et on considère qu'il n'y a plus de spéciation. Et si on considère que les mécanismes de contre-sélection des hybrides sont suffisamment forts pour maintenir cette zone hybride de manière à peu près stable, et faire en sorte que les génomes des deux espèces de chaque côté de la zone hybride ne soient pas complètement dilués avec le temps, c'est-à-dire qu'on a mis en place des barrières qui vont permettre de garder ces deux génomes, souvent pas complètement différenciés, mais globalement différenciés de part et d'autre de la zone hybride, on va considérer que c'est des espèces. Donc on met ça un peu, voilà. Si la contre-sélection est suffisamment forte pour permettre la coexistence, enfin en tout cas le maintien de ces deux entités différenciées, on met ça comme espèce. Si ce n'est pas le cas, on met ça comme sous-espèce. Mais c'est pour ça qu'il y a des espèces qui s'hybrident, parce que cette acquisition d'isolement producteur, lente, progressive, elle laisse des tas de stades intermédiaires dans la nature. D'après Sapiens, etc. Et alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'était ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... Oui, et puis ouais. Ça va être l'objet de la discussion. Ça va être l'objet de la discussion, on peut y revenir. Peut-être sur les outils, je ne sais pas qui a envie de répondre, parce que vous avez cité la génétique un certain nombre de fois. Quels outils vous utilisez et quel est l'apport de la génétique aujourd'hui? On a un peu parlé de paléontologie, paléogénétique, on voit que ça révolutionne un petit peu les connaissances. Est-ce que c'est le cas également dans votre travail?
au quotidien ou pas au quotidien. Oui, alors je voulais rebondir un peu sur les questions d'outils et d'évolution. Alors moi, je suis directeur de Patrinat, alors je fais un peu le parallèle avec Frédéric et Biotope. Patrinat, c'est l'ancien service secrétariat faune flore, service du patrimoine naturel. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est 150, on projette d'être 180. Donc ça montre qu'en fait, il n'y a pas tant que ça un ralentissement dans le besoin d'expertise naturaliste et dans les naturalistes. J'ai un deuxième chiffre aussi peut-être à illustrer, c'est on a un indicateur dans le cadre de l'Observatoire de la biodiversité sur le nombre d'espèces décrites en France. Et on voit que depuis 50 ans, on n'a jamais décrit autant d'espèces nouvelles en France. C'est quand même prodigieux, puisque plus on avance, plus c'est dur, puisqu'il y a de moins en moins d'espèces à décrire. Donc on n'est pas dans un creux de la taxonomie, contrairement à un peu le message qu'on avait il y a 10-15 ans, où c'était très alarmiste. Alors c'est pas tout rose. Je pense qu'il y a... D'ailleurs, le constat, c'est très porté par les Outre-mer français et très porté par des naturalistes amateurs de haut niveau. On manque de professionnels, mais c'est pas la crise, c'est pas le marasme. Alors, ensuite, tout ça grâce au référentiel taxonomique national TaxRef qui compile la checklist la plus à jour possible de ce qui est décrit en France. Moi, je suis naturaliste amateur, en fait, comme beaucoup. Alors, moi, pareil, il y a 30 ans, je me suis dit, oh, ça va être dur d'en faire mon métier. Donc, je suis devenu ingénieur des eaux et forêts en me disant que ça approchait le truc. Puis finalement, de fil en aiguille, je m'occupe de connaissances et de conservation de la biodiversité. Et puis, j'ai vu aussi l'évolution des outils. Alors, moi, je suis entomologiste, donc c'était pas les photos. Il y a 30 ans, nous, on s'échange des bestioles soit en mort. C'est une pratique qui a toujours cours et qui est toujours utile. Il ne faut pas en avoir peur, notamment sur la faune un peu compliquée. Moi, j'ai vu ma pratique, une de mes spécialités, c'est les coléoptères des Antilles. Donc, je les ai étudiés il y a une vingtaine d'années de façon classique. Et puis, il y a 10 ans, j'ai tout refait en photo, parce que je me suis dit c'était dommage de ne pas les avoir en photo vivant. Et puis, à 3-4 ans, j'ai tout refait en spécimen séquencé CO1. Ça traduit aussi un peu une évolution. Alors même si je suis dans le contexte muséum et OFB, en fait ça devient accessible aux amateurs aussi. Et c'est la même chose en fait, si on voit la photographie à 30 ans, je trouvais ça un peu inaccessible. Avec le numérique, c'est devenu accessible aux amateurs. On peut se louper en macro sur des petites bêtes. Avant, s'il fallait développer de l'argentique, c'était l'horreur, ça coûtait très cher. Maintenant, avec le numérique, même avec un smartphone, on voit les détails anatomiques d'insectes. Et puis la génétique, alors il y a des techniques hyper évoluées, complexes, qui sont réservées quand même plutôt aux chercheurs, mais des techniques simples deviennent accessibles aux naturalistes. C'est quand même un sens d'évolution. Avec un truc important, c'est que la collection d'histoire naturelle, avoir un spécimen reste hyper important. Je pense notamment quand on fait du barcoding, c'est hyper important de garder un spécimen en collection qui correspond à la séquence qu'on a générée, pour que quand ça sera révisé, quand on s'apercevra qu'il y a les 3 espèces au lieu d'une, on sache exactement à quoi se référait la séquence qu'on a obtenue. Donc pour moi, c'est une des disciplines qui progressent, mais qui s'additionnent. On ne perd pas l'aspect traditionnel, la clé d'identification, le guide naturaliste, ça reste pertinent. Mais on a de plus en plus de techniques. Et le monde amateur suit. Un des enjeux aujourd'hui, c'est que les amateurs et les professionnels travaillent mieux ensemble. Moi, ça a toujours été, en tout cas en entomologie, mon souhait, et un souhait aussi pour le Muséum d'histoire naturelle, c'est qu'il y ait plus de liens et d'accueil entre les amateurs de haut niveau et les professionnels, parce que c'est aussi un peu comme ça qu'on fera face à l'enjeu aujourd'hui. Vous avez un constat plutôt rassurant sur, on va dire, les vocations, en tout cas sur la France, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il est valable dans toutes les géographies, ce constat? Oui, mon constat est assez français. D'ailleurs, j'avais, par exemple, les explorations scientifiques, les planètes revisitées que mène le muséum, c'est quasiment un des rares pays qu'on fait encore, qui permet de découvrir pas mal d'espèces. Je sais plus, Philippe Boucher cite souvent que pratiquement la moitié des mollusques marins décrits dans le monde le sont sur du matériel des explorations françaises et sont déposés au muséum. Donc il y a une tradition naturaliste française indéniable, mais ça va plutôt pas mal. Après, on a des pays dans le monde où c'est beaucoup moins bon parce qu'il y a déjà des réglementations qui complexifient énormément la collecte de matériel et d'études. Il y a des pays où on n'ose même pas demander un permis tellement ça a l'air d'être compliqué. Je prends l'exemple l'Inde ou le Brésil.
Et dans ces pays-là, il n'y a pas forcément en plus des naturalistes locaux aussi nombreux qu'en France. Donc, non, ce n'est pas un constat général, mais je dis pas que ça va bien, je dis il faut pas être trop négatif, voilà. Alors, on m'a dit pour préparer cette soirée que certaines espèces découvertes pouvaient passer, c'est quoi l'expression, sur étagère, plus de 20 ans, c'est ça? Voilà, donc ça marche là? Oui. Ouais. Ça, c'est un peu la genèse de cette table ronde et qui elle-même fait suite à une communication que nous avions faite au dernier congrès de l'UICN à Marseille en 2021 sur le même thème. Ça vient justement d'une communication d'un article qu'avait écrit Philippe Boucher, dont Julien vient de parler, et d'autres collègues, sur... ils se sont posé la question de savoir combien de temps se passait entre le moment où une espèce était collectée sur le terrain et le moment où elle était décrite formellement, c'est-à-dire le moment où on lui donnait un nom scientifique valable. Donc c'était une question saugrenue, tiens. Il n'y a pas grand monde qui s'était posé ce genre de questions. Et donc ils ont pris, je crois que c'était en 2007, ils ont pris 600 espèces qui avaient été décrites en 2007 et ils sont allés chercher pour chacune de ces espèces-là à quel moment elle avait été récoltée pour la première fois. Et ils se sont dit combien de temps s'est passé entre le moment de la récolte et le moment de la description, en moyenne. Alors ils ont fait des tas d'analyses, que j'ai là, c'est de la publication qui est tout à fait intéressante, et ces analyses ont montré qu'ils ont mis en évidence un concept qu'ils appellent le temps d'étagère, c'est-à-dire le temps qu'une espèce passe dans son bocal sur l'étagère. C'est assez facile à comprendre. Et ce temps d'étagère, donc ils l'ont fait par groupe taxonomique, pour les organismes terrestres, pour les organismes aquatiques, etc. Et ils ont donc conclu un temps d'étagère moyen, donc ça date de 2007, et le temps d'étagère moyen, bon, je vais vous le dire, mais je pense que vous allez être surpris par le temps d'étagère moyen, c'est 21 ans. En moyenne, une espèce récoltée dans la nature en 2007 est décrite 21 ans plus tard. Et ça, c'est la moyenne. Par exemple, on voit que pour les invertébrés, c'est un peu meilleur. Et surtout pour les invertébrés aquatiques. Et surtout grâce à Philippe Boucher aux expéditions Planète Revisitée, qui améliore vraiment significativement la moyenne. Puisque là, on est sur les invertébrés aquatiques, on est à peine plus de 10 ans. Par contre, pour les plantes, c'est 35 ans. 35 ans pour les plantes. Pour les vertébrés, pour les poissons, c'est 30 ans. Poissons confondus. Et pour les autres vertébrés terrestres, c'est pas loin de 30 ans aussi. Donc il y a des durées, un temps qui s'écoule entre le moment où on va découvrir une espèce, on va découvrir sur le terrain une espèce, et le moment où on va la nommer. Or, tout le monde connaît le contexte d'érosion de la biodiversité que nous vivons. Tout le monde le connaît. Il est extrêmement rapide et 30 ans, c'est une éternité, notamment dans certaines zones tropicales où les forêts disparaissent à vue d'œil. 30 ans, c'est une éternité. Et il s'avère que, notamment, un des métiers de biotope qui consiste à travailler sur des études d'impact, de plus en plus à l'international d'ailleurs, fait que lorsqu'on fait une étude d'impact dans une zone très peu connue, voire inconnue, eh ben, on récolte des taxons qu'on ne connaît pas, qui sont inconnus. Alors on essaye de les rattacher à ce qui est le plus proche. C'est parfaitement bien que ce n'est pas la réalité et que, en fait, il s'agit pour la plupart de taxons non décrits. Et là, j'en viens à la conservation de la nature, parce que le thème, c'est bien taxonomie et conservation de la nature. Et quel est le lien entre taxonomie et conservation de la nature? La conservation de la nature s'organise principalement autour de listes d'espèces positives qui sont protégées ou qui sont classées menacées, avec l'action très importante à l'échelle internationale de l'UICN,
qui a créé la liste rouge, qui essaye d'évaluer un maximum d'espèces. Bon. La limite de ce système, c'est que pour être évalué, une espèce, déjà, on fait surtout des évaluations dans certains groupes connus, hein, pas beaucoup pour les invertébrés, beaucoup plus pour les vertébrés, par exemple. Et d'autres groupes, n'en parlons pas, je ne parle pas des champignons, des choses qui sont pourtant la majorité du vivant, mais qui sont absolument méconnues. Mais même pour les vertébrés qui sont connus, ces listes rouges ne figurent que des taxons décrits. D'ailleurs, c'est la même chose pour Taxnaf. Donc, dans ces listes qui permettent de protéger les espèces, il n'y a que des espèces décrites. Et là, vous voyez l'abîme qui s'ouvre devant nous, et le hiatus, cette diversité dont on disait qu'on en connaissait peut-être 15%, peut-être même moins, on ne sait pas, en fait on ne sait pas, parce que pour compter les choses inconnues, c'est assez difficile comme concept. Mais bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait qu'on en connaît une infime quantité. D'ailleurs, Julien m'a raconté qu'il revenait de Trinidad pour étudier les longicornes, et où en gros, il a trouvé que des espèces pas décrites ou pas connues. Voilà. Et quasi aucune qui était sur la liste officielle d'ailleurs. Donc cette méconnaissance gigantesque pose un problème immense en matière de conservation de la nature. Et donc, un des enjeux, et ce pourquoi effectivement, je dirais, nous militons, notamment depuis ce congrès de l'ICN, c'est accélérer la destruction des espèces. Parce que c'est indispensable pour la conservation de la nature. C'est indispensable. Alors, évidemment, on ne va pas décrire les millions d'espèces qui sont inconnues en quelques années, mais par exemple, on peut imaginer que dans une étude d'impact, quand on fait dans une région isolée, d'abord on puisse recueillir des échantillons. Ça, c'est très important. Parce que une des choses très à la mode actuellement, ce sont les données, les bases de données. C'est très à la mode, c'est très bien les bases de données, mais quand on connaît bien les choses. Quand on ne les connaît pas, ce qui est écrit dans la base de données, un nom de genre, un nom d'espèce, une localité, sans autre élément d'identification ou de preuve, eh ben, on ne peut que croire l'auteur. Et si l'auteur se trompe, on a quelque chose d'erroné. Et l'auteur se trompe souvent, puisqu'il ne peut pas nommer, sans être lui-même taxonomiste, une espèce qui n'est pas décrite, par définition. Alors, on a des succès d'année, des systèmes qui permettent de donner des noms provisoires aux espèces lorsqu'on les a clairement identifiées, lorsqu'on sait clairement qu'il s'agit d'une espèce nouvelle. Mais ce système, s'il est pratique pour les naturalistes, ben, en termes, on va dire, réglementaires, ça ne vaut pas grand-chose. C'est pas utilisable, enfin c'est très peu utilisable. Alors, c'est quoi le circuit demain, je trouve un insecte, bon sang, je ne le connais pas, je tente de le décrire, je ne le trouve pas dans les bases de données. Qui valide au final je vais redonner la parole. C'est une espèce officielle, voilà, bim. Je vais redonner la parole aux spécialistes académiques. Mais avant, je voulais préciser quelque chose pour que les gens comprennent bien avec la taxonomie. Il y a les taxonomistes, c'est-à-dire ce sont des gens qui étudient des espèces, les comparent avec d'autres. Il va nous l'expliquer. Et il y a les utilisateurs de la taxonomie. Et c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. On peut dire que les naturalistes sont des utilisateurs de la taxonomie. Ils utilisent des listes qui cochent. Ils utilisent des livres dans lesquels ils trouvent les espèces qui s'identifient. Certains d'entre eux vont plus loin et deviennent des taxonomistes, mais pas tous. Et au-delà des naturalistes qui sont des utilisateurs de la taxonomie, dans les bureaux d'études, dans les entreprises qui font les études d'impact, on a des gens, il faut du monde quand même pour faire ça, et c'est un métier assez difficile, hein. Ça nécessite des grosses expéditions, c'est quand même pas simple. Il faut des gens qui vont aller recueillir des spécimens sur le terrain. Et ces gens-là, c'est pas tous des taxonomistes, loin de là. Loin de là. Donc il y a bien ces deux populations différentes, les taxonomistes dont on a un grand besoin, et après il y a les utilisateurs de la taxonomie, qui sont eux de plus en plus nombreux. Et je dirais, les utilisateurs de la taxonomie aujourd'hui, c'est la société tout entière. C'est la société tout entière qui a besoin de cette taxonomie.
Alors comment on décrit une espèce, peut-être, qui veut répondre, Pierre-André? Donc on ne peut pas se permettre d'attendre de décrire pour protéger, et il y a toute une réflexion à avoir sur comment avoir des stratégies de conservation qui maximisent la préservation des espèces sans qu'on les connaisse. Quand on essaie d'optimiser de la conservation pour des vertébrés ou des gros arthropodes ou des mollusques en Europe, je pense que des approches espèces centrées restent pertinentes et il faut pousser pour avoir le meilleur inventaire possible des espèces dans ces groupes-là et dans nos régions. C'est évident que si on attend de décrire tous les coléoptères des forêts tropicales pour avoir une stratégie de conservation des forêts tropicales, c'est terminé, on n'y arrivera pas. Parce que la diversité des coléoptères en forêt tropicale, elle est énorme. Et si on réfléchit à d'autres groupes, les nématodes, la petite faune du sol, les nématodes, les colamboles, tout le plancton unicellulaire marin, je le disais tout à l'heure avec Frédéric, mais on n'arrête pas quand on fait de l'ADN environnemental, ce qu'on appelle d'aller étudier les séquences d'ADN qui se baladent dans les échantillons marins, par exemple, de récupérer des séquences d'ADN dont on n'a aucune idée de l'organisme auquel elles appartiennent. Parce qu'il y a une diversité incroyable d'organismes unicellulaires et les problèmes juste méthodologiques, techniques, on ne sait pas. En fait, extraire l'ADN d'une cellule sans la détruire. On ne peut pas lier une cellule à une séquence d'ADN pour ces organismes-là. Donc on récupère des fragments d'ADN dont on n'a aucune idée de l'organisme qui les héberge, de comment il vit. Les cellules qu'on récupère, on ne sait pas, plein de temps, on ne sait pas les cultiver, on ne sait pas les reproduire, on ne peut pas les étudier. Bon, alors, la chance qu'on a, c'est qu'apparemment, le plancton marin, il n'y a pas beaucoup de micro-endémismes, et que si on préserve le fonctionnement du milieu marin, on va probablement préserver l'essentiel de cette diversité. Mais c'est typiquement le genre de question qu'il va falloir qu'on se pose pour beaucoup de groupes. Les champignons du sol, les nématodes, beaucoup de micro-organismes. Si on veut préserver cette diversité spécifique, il va falloir comprendre qu'est-ce qu'il faut préserver. Probablement des communautés végétales, des types de sols. Il va falloir réfléchir à quelle échelle géographique il y a un turnover dans ces communautés, en espérant qu'il n'y ait pas trop de micro-endémismes, parce que si les nématodes du sol ils changent dès qu'on fait 100 km, c'est-à-dire qu'il faut préserver l'essentiel, si on veut préserver la diversité des nématodes du sol, il faut préserver l'essentiel des communautés végétales tous les 100 km, donc c'est compliqué. Si ça change tous les 1000 km, c'est un peu plus facile. Donc voilà, le besoin de description, il faut qu'on avance là-dessus pour certains groupes qui sont un peu emblématiques, pour lesquels on peut faire de l'action de conservation espèce centrée, pour laquelle elle est nécessaire, et pour ça, il faut nommer, connaître. Et on va voir, donc je vais revenir à la question comment on décrit, comment on... Pour des tas de groupes, et si on veut essayer de préserver la diversité des groupes qu'on connaît mal, et là par contre on entre vraiment dans des questions scientifiques brûlantes, hein, il n'y a pas de réponse, des tas de gens se posent des questions, on n'a pas les réponses. Comment on d'établir des stratégies de conservation pour des groupes dont on ne connaît absolument pas la diversité, l'écologie, la biogéographie, etc. Parce que la biogéographie, c'est ça, c'est à quelle échelle spatiale on change de communauté, etc. Bon, ça c'est un peu, voilà. Est-ce qu'on ne pourra pas tout décrire pour protéger? Maintenant, dans les groupes, on a envie de savoir le mieux possible. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut que les naturalistes amateurs s'investissent au maximum dans la description et dans la taxonomie. Parce que il n'y a pas de taxonomistes professionnels, il y a des biologistes qui font de la taxonomie. Enfin, il y a quelques personnes qui ont vraiment la spécialité sur certains groupes, mais globalement, l'essentiel de la taxonomie maintenant est fait par des biologistes qui ont une fibre naturaliste ou un intérêt pour leur modèle et qui vont aller jusqu'à décrire de nouvelles espèces. Mais on ne pourra pas tout faire. Les postes académiques en biologie évolutive et en biologie tout court, enfin, ils sont quand même plus libres. Par contre, il y a de plus en plus, comme disait Fred, de postes disponibles dans les associations, les bureaux d'études, etc. Et je pense qu'en tant que professionnel, il faudrait au maximum favoriser des ponts avec les amateurs pour que la taxonomie puisse de plus en plus devenir accessible à tout le monde. Alors ça demande quoi? Ça demande un petit peu probablement d'échange et ça demande aussi un petit peu
de financement parce que quand on veut faire du COI, donc séquencer des gènes, des marqueurs mitochondriaux pour valider les hypothèses qu'on a sur une systématique, donc sur, sur la première pierre de la taxonomie, ça coûte quand même 3 sous. Un amateur dans sa cuisine, il peut étudier les génitalia d'un microlépidoptère, mais il ne peut pas séquencer un marqueur mitochondrial. Donc il faut des ponts avec la recherche, il faut un petit peu de financement pour ça. Et alors pour répondre de manière plus directe à la première question, c'est de la validation par les pairs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle pour déterminer si une espèce est valide ou pas. Si elle est publiée et qu'elle est publiée dans les règles de la nomenclature zoologique, le nom devient disponible. Donc il y a des règles pour ça. Les règles de la nomenclature permettent de décider si un nom est disponible ou pas, et si on peut l'utiliser en taxonomie ou pas. Par contre, savoir si une espèce est valide ou pas, si telle population c'est une espèce ou une sous-espèce, etc., personne, c'est l'usage. Donc n'importe qui peut décrire une espèce, et la communauté évaluera si cette description mérite d'être conservée ou pas. Alors, et on dit ça, il y a aussi le risque de ce qu'on appelle l'inflation taxonomique. Quand tout le monde décrit des espèces sans avoir des bases en systématique, on arrive à avoir beaucoup de noms qui sont disponibles, mais qui ne correspondent pas à des espèces valides, et ça, c'est pas terrible, parce que ça fait une augmentation de taxons qui sont nommés, sur lesquels il faut se pencher, mais qui ne correspondent pas à des réalités biologiques. Et ça dilue les efforts de conservation. Parfois, c'est plus compliqué de réviser une taxonomie et de mettre en synonyme une espèce qui a été décrite de manière injustifiée que de décrire une bonne espèce. Donc, il faut au maximum faire des ponts avec le monde amateur, à mon avis, pour que la plupart des spécialistes, des naturalistes spécialistes dans le groupe puissent décrire les espèces nouvelles qu'ils mettent en évidence, utiliser au maximum, démocratiser les outils génétiques, parce que, alors ça n'a pas vraiment dit encore, mais une des révolutions actuelles, c'est vraiment l'utilisation d'outils génétiques qui permet soit de mettre en évidence des espèces qui n'ont pas de différence visible pour l'homme, soit d'interpréter la variation géographique à grande échelle, ce qui était très difficile avant. En gros, ce qu'on a décrit pour l'instant comme espèce avec la morphologie, c'est ce qu'on voit et ce qui vit suffisamment, enfin, soit ce qui est visiblement tellement différent qu'on se dit ça ne peut pas être la même espèce, soit qui se reproche, qui se ressemble beaucoup, mais qui vit au même endroit, et que du coup on arrive à distinguer comme espèces différentes. Mais il y a eu d'énormes parties de la diversité spécifique qu'on décrit maintenant, qui correspond à des variations, à des espèces qui ne sont pas aux mêmes endroits, qui sont ce qu'on appelle allopatriques, qui sont parfois assez peu différentes. Et c'est là que la génétique nous permet d'interpréter la variation et de trancher un peu pour dire c'est de la variation géographique d'une espèce répandue ou c'est des espèces différentes. C'est pour ça que la génétique a complètement révolutionné la façon dont on fait de la taxonomie, de systématique maintenant. Elle nous permet de changer d'échelle et de plus s'intéresser uniquement à ce que l'œil humain voit comme différent, mais à ce que les organismes perçoivent eux-mêmes comme différents. Et ça change complètement d'échelle. Et c'est ce qui explique aussi qu'il y a plein d'espèces qui sont décrites maintenant alors qu'elles sont dans la collection depuis très longtemps, parce que ce qu'on fait essentiellement maintenant quand on décrit des espèces dans beaucoup de groupes, c'est qu'on réinterprète la variation, et que les spécimens sont en collection depuis un siècle ou deux, mais on les réexamine avec des outils génétiques et on interprète ça maintenant en termes de taxonomie moderne. Super intéressant. Alors j'ai peut-être une question pour Jean-Yves qui n'a pas encore parlé, parce que vous avez parlé beaucoup de la relation entre entre guillemets les professionnels et les amateurs. Donc le top édition, c'est des ouvrages pour les professionnels et les amateurs. Qu'est-ce que les amateurs peuvent apporter et est-ce qu'on peut les aider? Et effectivement, je prends ma misérable pratique d'avoir une application pour reconnaître des plantes. Si j'en envoie des dizaines d'un lieu donné, est-ce que je ne vais pas juste balancer des plantes que tout le monde connaît déjà? Et c'est absolument sans intérêt. C'est l'inflation dont on parlait tout à l'heure d'informations sans intérêt. Ou est-ce qu'il ne faut pas les former du coup? C'est ça les passerelles dont vous parlez? Est-ce qu'il faut former les amateurs? Complètement. Effectivement, il y a des notions qui ont été abordées à plusieurs reprises à travers les échanges. C'est d'une part les taxonomistes qui ont, on va dire, la connaissance scientifique, l'approche, alors qu'elle soit professionnelle ou du fait d'amateurs éclairés, et puis la communauté des naturalistes au sens large, qui vont être des producteurs de données, d'observation de terrain, et pour lesquels, s'ils n'ont pas des outils qui leur permettent d'identifier les espèces à travers leurs pratiques sur le terrain,
ben, ils n'ont pas été en mesure de pouvoir tout simplement lister leurs observations. Donc on voit bien, historiquement, l'engouement naturaliste s'est porté a priori, enfin en premier sur des groupes comme les oiseaux, qui ont bénéficié d'une littérature abondante, de guides bon marché, accessibles, facile d'utilisation, de plus en plus technique. On a vu la progression sur ce groupe-là, qui est très très bien connu, et aujourd'hui on arrive à une technicité et puis surtout une précocité, c'est-à-dire que on a des experts d'une vingtaine d'années qui ont des niveaux qu'on attendait péniblement à l'âge de 50 ans, il y a 30 ans. Donc on voit bien l'efficacité des outils. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est généraliser ces outils à un plus large spectre possible de groupes. Et là, on est face à un obstacle, c'est la disponibilité des experts qui ont la connaissance et qui n'ont pas suffisamment de temps pour faire mener à bien leur projet de recherche, leur projet d'inventaire, d'expédition, traiter leurs données, 21 ans de temps d'étagère, et en plus on leur demande si c'est possible de nous faire des guides, des clés d'identification. Voilà. Mais malheureusement, je dirais, nommé, publié dans Adansonia, dans diverses revues qui permettent de légitimer, de rendre disponible le nom, comme l'a dit Pierre-André, ben, c'est une bonne chose, mais pour passer à la conservation, si on n'a pas des armées de naturalistes sur le terrain pour produire de la donnée, qui vont permettre de savoir quelles sont les espèces rares, voilà, par la production de jeux de données qui vont être ensuite traités à l'échelle nationale, de pouvoir donc traiter ces données, de pouvoir en faire des listes rouges, qui vont servir de base ensuite à la définition de listes de protection. Et là, on boucle la boucle. Mais le maillon de la mise à disposition d'outils pratiques, donc tels que moi je pouvais être amené à en conduire, et d'ailleurs je suis en relation avec certaines personnes aussi autour de la table pour pouvoir produire des outils, en tout cas tenter d'espérer le faire, et on le voit d'ailleurs, on peut parler presque de mode, on pourrait séquencer sur les 30 dernières années, il y a eu des vagues d'un intérêt pour les papillons, puis pour les orthoptères, les libellules, et tout ça, c'est toujours, il y a une corrélation forte avec la publication d'un bouquin, d'un guide, d'une clé. Moi, à titre personnel, je m'intéresse beaucoup aux hyménoptères. Mais aujourd'hui, en France, c'est triste à dire, on sait qu'il y a 970 espèces d'abeilles, mais si demain tu veux te mettre aux abeilles, ben, tu ne vas pas pouvoir le faire, parce que la documentation, elle est confidentielle. Ce sont des articles qui sont parus il y a un siècle, certains en allemand, d'autres en espagnol, tout ça n'est pas mis à jour. Et il n'y a pas d'outils pratiques qui vont permettre de faire. Voilà. Donc c'est un véritable parcours du combattant pour pouvoir réussir à mener ce type d'inventaire à terme. Super intéressant. Alors, peut-être qu'on a le temps de prendre peut-être des questions dans la salle, éventuellement. Oui, je voulais faire Oui, vas-y. Petite... petit complément par rapport à tout ce qui a été dit. Vous voyez ici qu'il peut y avoir une différence, un problème d'articulation entre les questions purement scientifiques, qui sont la base, et la société dans laquelle on vit, et les besoins de la société. Et c'est vrai que nous, dans des entreprises qui travaillons en tant que bureau d'études, en particulier à l'international, on est vraiment à l'interface de ces deux mondes, vraiment à l'interface. Sur la conservation, quand on fait une étude d'impact, alors autrefois, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous donner, c'est que autrefois, dans les pays qui n'avaient pas de réglementation environnementale sérieuse, on ne faisait rien. Il n'y avait pas d'étude d'impact, c'était, comme m'a dit un dirigeant d'une société de chemin de fer chinoise, ça c'est un scoop, quand je venais de lui dire, attendez, vous travaillez en Afrique et vous avez besoin d'experts pour faire des études d'impact. Il dit non, les études d'impact, c'est beaucoup plus simple que ça. En général, le fils du président, il a un bureau d'études, on lui donne $10 000 et c'est réglé. Il m'a dit ça textuellement. Et enfin, bon, évidemment, c'est pas ça, mais les besoins qu'on a dans les études d'impact, donc on envoie des naturalistes, des gens qui vont aller chercher des espèces. Évidemment, ils ramènent des espèces dont beaucoup ne sont pas nommées ou mal nommées, c'est inévitable. Et derrière, si ces espèces ne sont pas sur les listes rouges, elles ne déclenchent pas ce qu'on appelle des habitats critiques, donc elles ne sont pas prises en compte dans les listes d'exclusion, donc elles n'existent pas en fait. On n'a pas lu.
on ne peut rien faire. Nous, on sait qu'on a une grande diversité, et le fait de dire qu'il y a une grande diversité biologique, c'est pas réglementaire, ça marche pas. Il n'y a pas de levier qui obligerait les porteurs de projets à faire attention à ces espèces-là, il n'y en a pas. Et donc, effectivement, ce serait bien qu'on les invente pour des tas de ports de la biodiversité, mais même pour des vertébrés, même pour des plantes, des végétaux supérieurs, on ne les a pas. Parce que même ces taxons-là, eh ben, on n'a pas vraiment, on n'est pas capable d'identifier tout. En particulier, bon, bah, un taxon que je connais très bien, ce sont les poissons d'eau douce. Les poissons d'eau douce, ils sont, comment dire, la différenciation s'est faite principalement dans des bassins versants, dans des rivières, dans des fleuves, qui créent des situations d'isolement de populations les unes par rapport aux autres, et qui finalement créent un certain nombre d'espèces dont beaucoup sont cryptiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent être identifiées qu'avec des marqueurs génétiques aujourd'hui, hein, voilà, mais qui sont des espèces parfaitement différentes. Et donc, on est paralysé, en fait, pour aller vers de la conservation. Alors, quand je dis de la conservation, je dis, parlant d'études d'impact, de l'évitement, éviter les impacts, les réduire ou les compenser. Aujourd'hui, il y a quand même des leviers financiers pour avoir des moyens qui peuvent être considérables, parce que finalement, j'ai dit, les choses ont avancé quand même. Pour avoir leur financement, ils sont obligés quand même de faire un minimum de choses sérieusement. Ils ne peuvent plus faire n'importe quoi comme c'était le cas avant. Ça a vraiment changé, ça. Mais si on n'a pas les espèces protégées, bon, on est obligé un peu de ruser, on va dire. Voilà. Mais si le client ne veut pas, il ne veut pas. Voilà. Et on ne peut rien faire. Et donc, accélérer la description taxonomique, ça c'est la première étape. Ça veut dire financer la taxonomie, parce que tout coûte de l'argent. En fait, je ne dis pas que tout est une question d'argent, mais ça aide beaucoup. Financer. Et si, comme on l'a bien vu, hein, avec les discussions dans les cénacles académiques, aujourd'hui, être un descripteur d'espèces, un taxonomique, c'est pas très valorisant pour sa carrière scientifique, et c'est considéré un peu quand même comme quelque chose un peu vieillot, hein, la taxonomie pure. Et ben, il faut effectivement activer les amateurs, et les amateurs, au-delà des amateurs, je dirais la société civile. Et activer la société civile, c'est faire en sorte que lorsqu'on récolte des spécimens dans les études d'impact, on ne se contente pas de récolter des données, on récolte des échantillons. Ça, c'est vraiment très important. Deuxièmement, que lorsqu'on récolte des taxons qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas identifier, qu'il y ait un financement apporté par le porteur de projet à la description de ces espèces-là. Ça, c'est très concret, et c'est quelque chose qu'on devrait voir obligatoirement dans les mesures liées à l'étude d'impact. On dit, ben voilà, on a... Parce qu'aujourd'hui, c'est pas très dur de dire, par exemple sur des poissons, de dire, ben on a 4 espèces de gobies dans cette rivière, parce qu'on fait des séquençages, on a un arbre phylogénétique, on voit clairement qu'il y a 4 espèces de gobies dans cette rivière. Par contre, il n'y en a aucune qui a un nom, ou il y a peut-être une qui a un nom qui s'apparente à un autre gobie décrit dans un bassin versant qui est à 800 km plus loin. À peu près ça. Et donc, dire, il y a 4 espèces de gobies, ok, elles n'ont pas de nom, on ne peut pas les mettre sur une liste rouge, on ne peut pas les protéger, mais on peut au moins mettre des moyens maintenant, parce qu'on a récolté les spécimens, pour les décrire. Et donc, quand il y aura une prochaine étude d'impact dans le secteur, qu'on retrouvera ces gobies, eh bien, on pourra les protéger et on pourra faire de la compensation, créer une réserve naturelle pour ces espèces-là, mettre en place des mesures de gestion. Voilà. Donc, il y a des choses à faire qui sont importantes. On n'a pas le temps, mais je ne sais pas, c'est toi qui as évoqué les Nagoya et les difficultés que l'on a à faire de la taxonomie dans certains pays à cause d'un protocole de l'ONU, hein, qui s'appelle le protocole de Nagoya, qui a été mis en place pour des raisons complètement différentes, qui consistait à protéger le savoir des peuples indigènes, globalement, pour résumer, et qui font que toute ressource génétique que l'on va sortir d'un pays, c'est globalement, en principe, interdit, et qu'on peut le faire avec des systèmes bureaucratiques qui rendent à peu près impossible la recherche en taxonomie. Donc, il y a aussi certainement une réforme de ce protocole à mettre en place. Il y a un prochain congrès de l'UICN
c'est peut-être le moment de pousser ces sujets-là et de dire, eh ben, le protocole de Nagoya doit atteindre ses buts, protéger les savoirs traditionnels des peuples premiers, mais pas empêcher la recherche taxonomique dans le monde et finalement empêcher d'une certaine manière la protection de la nature de ces espèces-là. On a encore le temps de prendre une question ou deux du public. Allez, on va au public. Est-ce que Ou les candidats hein, qui font partie du public. ou les journalistes présents dans ça. C'est bon. Je suis Jean-Michel Hervouet, président de la Fédération France Orchidée. Donc on fédère 26 associations en France qui font de connaissance, culture et protection des orchidées. Alors je peux illustrer rapidement plein de sujets que vous avez évoqués avec les orchidées. Par exemple, le nombre d'espèces, actuellement de 31 500. Et j'ai fait une courbe du nombre d'espèces d'orchidées en fonction du temps depuis l'inné jusqu'à aujourd'hui. Cette courbe n'est pas une courbe, c'est une droite. Et donc ça veut dire que le nombre réel d'orchidées dans le monde, le nombre d'espèces, est pour l'instant imprédictible. Et que la ressource rare, c'est le nombre de botanistes disponibles pour les décrire. Sur le temps d'étagère, en 2014, j'ai décrit deux orchidées du genre Bentamia qui étaient au muséum et les spécimens m'attendaient depuis 1941. Sur le fait qu'il faut connaître avant de conserver, je le vois à Madagascar, je suis spécialisé dans les orchidées de Madagascar et je m'occupe d'une réserve sur la côte est, la forêt d'Amboniriana. On a 115 espèces d'orchidées sur 240 hectares. On essaye de protéger. Et quand vous demandez par exemple à Rainforest Trust de vous aider à protéger la forêt, la première question qu'ils posent, c'est envoyez-nous la liste des espèces que vous avez. Alors, sur le fait de décrire des espèces, on a essayé effectivement, on est en train de le faire, de suivre la législation officielle malgache pour pouvoir collecter, transporter, exporter des spécimens. Et ça pose un premier problème parce que quand on veut avoir le permis de collecte, on nous dit donnez-nous le nom des espèces que vous voulez collecter. Premier problème. Le fait de respecter les règlements malgaches pour exporter des spécimens de la forêt d'Amboniriana. Ceci dit, je suis sûr qu'il y a des trucs comme ça aussi en France. Hein. Ça nous coûte, pour respecter le règlement, il faut inviter les autorités locales à voir ce qu'on fait, etc. Ça nous coûte $5 000. Parce qu'en fait, c'est l'American Orchid Society qui nous a subventionné. Ça coûte $5 000 pour faire les choses dans les règles. Par espèce ? Non, pour un ensemble d'espèces. Merci pour l'éclairage. Est-ce que vous aviez néanmoins une question au-dessus peut-être ? Merci, bonsoir Alexandra Martin, je suis déléguée générale adjointe de l'Union professionnelle du génie écologique et je suis responsable de notre plan filière et compétences. Et j'avais une question pour Monsieur Melki. Quelles sont vos méthodes, vos actions, vos préconisations pour donner envie à tous ceux qui sont naturalistes amateurs de devenir professionnels? Alors, oui, c'est ce que j'essaye de faire depuis longtemps. Hein. Déjà professionnel en tant que naturaliste dans une entreprise adhérente à l'UPGE, notamment nous sommes adhérents à l'UPGE au passage, ça veut dire déjà les embaucher, leur proposer des contrats de travail, c'est un très long processus. Ça passe par des éditions, publier des livres. Par exemple, publier un livre demain, moi, j'aimerais avoir un livre sur les fourmis. J'aime bien les fourmis, j'y connais rien. Un livre bien vulgarisé, bien beau, avec des photos sur les fourmis, eh ben, ça donnerait envie à un certain nombre de jeunes qui voient des fourmis. Tout le monde voit des fourmis. Les fourmis, il y en a partout. De s'y intéresser. Et une fois qu'on connaît, qu'on aime, c'est aussi donner envie d'aimer la nature. Parce qu'à la base, c'est ça. À la base, on doit aimer la nature. Et c'est naturel chez certaines personnes, ça l'est moins chez d'autres personnes.
Et donc faire en sorte que ceux qui aiment la nature puissent avoir des débouchés, d'avoir des outils pour eux, cultiver ces connaissances. Deuxièmement, des communautés humaines qui leur permettent d'avoir des maîtres qui leur apprennent, qui leur montrent. Ça, il y a tout le secteur associatif qui est excellent là-dedans, qui permet de faire des sorties naturalistes. Et puis effectivement, arriver à un avenir professionnel, qu'il y ait des formations qui existent, mais les formations, on le sait, tous les naturalistes qui sont là le savent, c'est pas une formation de 2 ans qui va faire un bon naturaliste, hein, il faut oublier directement. C'est la passion du naturaliste, la formation peut lui donner l'envie de faire, le livre peut lui donner envie d'aller voir cet animal magnifique, ce super oiseau qui est de toutes les couleurs, qui rêve de voir. Voilà. Toutes les communautés de cocheurs, on n'a pas dit le mot, c'est un peu dommage pour le moment, toutes les communautés de cocheurs, elles sont super importantes. On rigole tous des cocheurs, etc. Enfin, on rigole, mais non, toi tu rigoles pas, mais voilà, on fait semblant de dire ouais non, on n'est pas trop cocheurs. Tu parles, on est tous des super cocheurs, et on adore ça. Et tout ça, et puis effectivement, dans les entreprises, dans nos entreprises, c'est proposer du travail, proposer du travail stable, du travail sécurisé, avec des entreprises qui garantissent un emploi à ces gens-là et donner de la voix. Donner de la voix. Parce que moi, quand j'ai monté Goethe, on était 4 ou 5, on n'existait pas du tout. On n'existait pas. On n'était rien pour la société. Et là, on voit aujourd'hui, avec le nombre de gens qui s'intéressent à ça, avec les jeunes qui s'inscrivent, avec les gens qui travaillent dans ce domaine-là, on devient un domaine économique. La l'UPGE, c'est un bon exemple. Avant qu'il y ait une représentation des bureaux d'études en environnement, on n'existait pas. Enfin, sincèrement, hein, on revient 20 ans ou 25 ans en arrière, nous n'existions pas. Voilà. Et effectivement, la réglementation ayant forcé les porteurs de projets divers et variés à faire des études d'impact, on s'est rendu compte qu'il fallait des gens pour le faire, et on s'est rendu compte que comme il y avait des espèces protégées, il fallait les connaître, il fallait les décrire. Il y a eu des gens dans l'administration qui ont été très courageux en refusant des dossiers qui n'étaient absolument pas valables, qui étaient faits par des généralistes. Quand on dit des généralistes, c'est des gens qui savent faire la différence entre un arbre et un champignon à peu près. Bon, quoique dans les racines, c'est pas facile, on est d'accord. Et tout ça a évolué. Par exemple, les chauves-souris, on parlait des chauves-souris. Chauves-souris, il y a 20 ans, tout le monde s'en foutait, on connaissait à peu près rien sur la vie. 25. Quoi 25 ans, le temps passe vite. 25 ans, voilà, on connaissait à peu près rien sur la vie. Maintenant, il y a des ultra spécialistes de chauves-souris, des communautés gigantesques qui enregistrent des chauves-souris du monde entier, qui connaissent par cœur. Tout ça, c'est venu grâce au fait qu'il y a eu des études d'impact, il y a eu des jeunes qui se sont mis à travailler là-dessus, qui au départ étaient des amateurs, qui sont pour la plupart devenus des professionnels de la chauve-souris et qui font leur carrière là-dessus, travaillent là-dessus, et qui, pour certains d'entre eux, vont au-delà et se mettent à décrire des espèces et rentrent dans le monde, finalement, dans l'interface entre la science et la société civile, en fait. Peut-être pour compléter, il y a une histoire d'offre et de demande. Avant, il n'y avait pas de demande, maintenant il y a de la demande et c'est pas évident. Là, j'avais une élue en Guadeloupe qui disait aujourd'hui on n'arrive pas à trouver un botaniste pour le conservatoire botanique de Guadeloupe. Et c'est vrai, mais avant, qui aurait fait des études de botanique, sachant qu'il n'y avait pas de conservatoire botanique, donc pas de débouché. Donc il y a un peu tout ce cercle. Je rejoins Frédéric sur le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même, on commence à être vraiment visible. Et pour voir aussi pas mal de gens en recrutement, la demande aujourd'hui, c'est d'avoir des bons naturalistes, mais qui ont aussi des compétences en statistique, en analyse de données, sur les politiques, sur Natura 2000. Voilà, c'est cette double compétence qu'on cherche, et qui est effectivement pas évidente, parce qu'il y a des choses qui s'apprennent en master, les statistiques, Natura 2000, ça s'apprend dans le cursus académique. Par contre, être un très bon naturaliste, ouais, on peut être formé un peu, mais ça ne peut s'acquérir que par la passion et l'expérience. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a quand même radicalement changé en 30 ans.
là-dessus? Oui, merci beaucoup à tous les quatre. Et bien sûr, vous pourrez éventuellement poser encore vos questions lors des cocktails à ces messieurs et profiter des échanges. Une question de nos... Une ultime question. De nos concurrents, oui. J'aurais deux remarques. Le micro arrive. J'aurais deux remarques sur ce qui vient d'être dit. Sur l'aspect production de données taxonomiques et tout ça. Vous pouvez rapprocher un tout petit peu le micro. Sur l'aspect production de données et de connaissances taxonomiques, quand même, bon, moi je suis chercheur et l'aspect naturaliste, c'est plus du côté amateur pour le coup. Mais il faut quand même rappeler, je pense que c'est important, que le goulot d'étranglement, c'est quand même le secteur académique. C'est quand même là que, on parlait de publier les taxons, publier dans des articles et tout ça, c'est quand même des chercheurs professionnels qui font la revue des articles, qui sont éditeurs de revues, etc. Que ce soit des amateurs qui fassent le gros du travail, c'est très bien, mais il y a quand même toujours un goulot d'étranglement au niveau des professionnels, et puis au niveau de la formation aussi, de la formation en analyse de données, de la formation en écologie, de la formation en biologie générale et tout ça. Combien il y a d'universités aujourd'hui en France qui recrutent des taxonomistes? Combien il y a d'universités en France qui recrutent des systématiciens? Moi je travaille au Muséum national d'histoire naturelle, chaque année il y a quoi? Il y a 4 postes qui ouvrent, alors que c'est l'institution en France qui travaille sur la biodiversité. Donc on a quand même un gros souci de ce point de vue-là. Je suis entièrement d'accord. Et s'envoyer des fleurs, voilà, c'est bien que les bureaux d'études existent, c'est bien que tout ça, ça se développe, mais si on n'a pas un développement en parallèle dans le secteur académique, ça va se casser la gueule, je pense, à terme. Non mais, t'as peut-être pas écouté, j'ai bien dit qu'il y a les taxonomistes et les utilisateurs de la taxonomie. Oui, mais voilà. Les bureaux d'études, c'est les utilisateurs de la taxonomie. Il faut les deux. C'est pas les taxonomistes. Ils peuvent l'être, hein. Il y en a qui font les deux. Oui. Mais le fait qu'il y ait un manque, et c'est justement une des choses que je souhaiterais vraiment proposer, c'est, et peut-être le faire avec la fondation et ou le fonds de dotation Biotope, c'est embaucher les taxonomistes, des jeunes taxonomistes dans différents domaines. Lorsque on ramène des échantillons d'études d'impact qui ne peuvent pas, évidemment qu'ils ne vont pas rentrer dans le circuit académique, sinon on va passer par le temps d'étagère habituel, et peut-être qu'il va peut-être même s'aggraver malheureusement, et ben c'est embaucher des gens, des jeunes, qui fassent métier de taxonomiste dans une fondation, dans une entreprise, dans une ONG privée, et qui viennent épauler les chercheurs académiques, qui viennent faire gagner du temps aux chercheurs académiques, qui viennent préparer les choses, qui identifient les espèces, qui dépiotent la bibliographie, qui fassent les analyses génétiques, qui fassent les photos, qui fassent les mesures, qui fassent énormément de choses. Je peux terminer? Oui. Qui fassent énormément de choses qui sont aujourd'hui, qui font que le goulot d'étranglement des chercheurs, il est évident, ils ne peuvent pas tout faire, ils sont trop peu nombreux, en fait, hein, par groupe. Et je pense qu'il y a un vrai, et que ça soit financé par les pollueurs, entre guillemets, par les gens qui dégradent la nature, que ça soit financé, ça donne des perspectives à des jeunes gens, des jeunes filles qui veulent devenir taxonomistes, parce que c'est quand même, à la base, chez les enfants, chez les jeunes, ça fait rêver de découvrir des espèces nouvelles, ça continue à faire rêver, contrairement à ce qu'on pense. Et peut-être ça pourrait aider à accélérer les choses. Je suis complètement d'accord sur le côté pollueur-payeur, mais ça devrait aussi s'appliquer au niveau public, au niveau des pouvoirs publics. Les États, les États. Bon. Évidemment, ça concerne aussi les États. Hein. C'est pas le deuxième point que je voulais soulever, c'est un truc qui m'a frappé quand on a eu la liste des 10 finalistes là, du concours. Et vous parliez juste avant de donner envie aux gens d'être naturalistes. Là, on est 10, je crois. Il y a une seule femme. Donc, félicitations à toi. Là sur scène aussi, c'est très masculin. C'est un exemple, hein, on pourra aussi parler d'âge, on pourra aussi parler d'origine ethnique, d'origine géographique. Il y a probablement aussi, peut-être aussi bien du côté du public que du privé, un travail à faire de ce point de vue-là pour concerner tout le monde et pas seulement certaines catégories de personnes sur la biodiversité, sur le naturalisme. Oui, alors 48% de femmes à Biotope. À Biotope, il y a 50% de femmes, hein, pour info. Et à Patrina aussi. Donc, il y a des clichés qu'on pourrait revisiter. Après, ceci dit, c'est vrai qu'il y a une finaliste. Ah oui, mais c'est un concours, après...
C'est un concours, hein, là, on n'est pas responsable de qui s'est inscrit, de qui a joué. Non, mais c'est une évolution globale de la société. C'est vrai que traditionnellement, il y avait à peu près pas de femmes qui postulaient à des postes de chargé d'études de naturalistes. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... il n'y en avait pas, il y en avait très peu. Mais il y en avait qui étaient très fortes, très motivées et très bonnes. Mais ça change. On voit que la société évolue de manière interne et les choses s'améliorent. Moi, je voulais juste revenir là-dessus. Je pense qu'il faudra qu'on fasse de la taxo en dehors des labos, c'est tout, si on veut y arriver. Et soutenir la taxo pour les bureaux d'études, ça peut être aussi tout simplement mettre dans le cahier des charges d'un chargé d'études spécialiste d'un groupe que quand il découvre quelque chose de nouveau, sur son temps de salarié, il le décrit, il fasse la description, etc. C'est-à-dire que si on intègre aussi le besoin d'augmenter les connaissances taxo dans le travail des différentes personnes, des différentes structures qui embauchent des naturalistes, là on va avancer un peu mieux, quoi. Si vous mettez 3 sous un peu de temps de salarié quand vos salariés ont découvert une nouvelle espèce, parce que le boulot académique, voilà, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas rêver, les CNRS universités vont pas ouvrir des postes pour nous. Donc il faut qu'on fasse en sorte que la taxo sorte de labo. Oui, mais ça c'est... Alors je suis d'accord hein, qu'on va faire du gatekeeping, que ce ne soit pas que les universités qui se réservent la taxonomie et tout ça, c'est bien sûr. Mais il faut aussi peut-être pas tomber dans une attitude défaitiste à se dire ouais, de toute façon il n'y en aura pas de poste. Enfin, ça va aussi dans le sens peut-être des bureaux d'études de dire au pouvoir public on embauche des gens qui sont naturalistes, on a besoin, ne serait-ce que pour former, vous parlez, je sais pas, ils ont du mal à recruter des botanistes. À la fac, il n'y a pas de botanistes. Donc il faudrait, pour avoir des botanistes à la fac, pour avoir des formations en botanique, en zoologie, en écologie, tout ça, il faut aussi recruter des enseignants-chercheurs qui eux-mêmes ont une formation par la recherche, etc. Donc ça passe aussi par ça, et peut-être que les bureaux d'études, ils ont aussi un rôle à jouer là-dedans, en faisant du lobbying, si vous voulez appeler ça comme ça, en disant on a besoin de formations aussi qui vont dans ce sens-là, quoi. On ne peut pas compter que sur la passion des naturalistes. Pour parler de lobbying, etc., on voit ce qu'on fait ce soir. Il ne faut pas dire qu'on ne le fasse pas. En tout cas, chez nous, moi je crois à ça depuis toujours. Hein, déjà, qu'il y ait des naturalistes qui vivent de leur travail, ça n'existait pas, encore une fois. Tu es trop jeune, mais ça n'existait pas. À l'époque, c'était impensable de vivre de ça. Impensable. C'était un rêve pour nous. Maintenant, passons à l'étape supplémentaire. Allez, continuons, on va pousser. Et si tout le monde parle d'une même voix, qu'on soit chercheur académique, qu'on soit bureau d'études, qu'on soit décideur, eh ben les choses bougeront. Moi je pense qu'avec de la volonté, avec de la conviction, on fait bouger les lignes, même à notre niveau. Merci beaucoup à tous les quatre et je sais qu'on pourrait continuer longtemps.